Bonjour, ceci est la traduction en français pour la présentation Space Ops 101. Je suis Yota. Et je suis Mikachu. Et moi, je suis Lipeliam. Et nous sommes vos traducteurs. Merci de nous donner quelques retours que vous auriez. Merci pour l'introduction. Bonjour. Bienvenue à Space Ops 101. Donc, mon nom est Sven Pruffa, je suis un ingénieur de planification de mission. Et je vais vous donner une introduction un peu biaisée du voyage spatial. Donc biaisée parce que je travaille pour une agence spatiale spécifique. Et aussi parce qu'on va le voir sous la loupe de la préparation de mission. Donc le sujet est très vaste, donc on ne va pas pouvoir parler de tout. On ne va pas pouvoir parler de lanceurs. Donc il y a pas mal de choses intéressantes, mais on ne peut pas aller dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de choses. On ne va pas parler non plus de vol habité, et ni de descente et d'entrée. Et évidemment, la combinaison de vol habité et d'atterrissage sur une autre planète est beaucoup trop compliquée. Mais à part ça, on va s'occuper d'un des principaux segments des missions spatiales. Donc en général, on distingue trois parties. La partie espace, donc tout ce qui part vers l'espace, les satellites, les vaisseaux spatiaux, y compris la charge. Et il y a la section transfert. Donc ça, c'est tout ce qui est lancement. Et en troisième partie, le segment à terre. Donc on va parler majoritairement de tout ce qui se passe à terre. Voilà, et c'est tout ce qui sert à faire fonctionner la mission spatiale, donc depuis la Terre vers l'espace. La section à terre se divise en plusieurs parties. La première partie, c'est les stations au sol qui servent à communiquer avec le satellite ou ce qui se trouve dans l'espace et ce qui va vous permettre de le contrôler à distance. Ensuite, il y a toute la question de la gestion de trajectoire de votre appareil dans l'espace. Ensuite, il y a tout le développement autour des performances de l'alimentation, de l'énergie, de la dissipation thermique. Ensuite, il y a le contrôle d'altitude, la gestion des orbites des satellites et des appareils dans l'espace. Ensuite, il y a la communication entre le sol et le satellite. Et enfin, le plus important, donc la planification de mission qui est ce sur quoi on va se pencher. Donc on va commencer par la phase de lancement et de premières opérations, donc on appelle l'IOP en résumé. On va parler de dynamique d'orbite et de vol. Ensuite on va parler de comment on peut tester et valider notre vaisseau. Ensuite on va parler de la phase de routine. Et donc ça inclut l'analyse de données, mais aussi la télécommunication. Et ensuite, enfin, on va parler de la fin de la mission. Donc tout commence avec le lancement de l'appareil. En fait, non, c'est pas vrai. D'abord, il y a toute une très longue phase de préparation, mais on n'en parlera pas ici. Et par contre, c'est quelque chose qui est très très long, qui prend quelque chose comme 2 ans avant le lancement pour être sûr que tout va bien se dérouler. Donc une fois que l'appareil, donc l'appareil envoyé est installé dans le lanceur,
Donc il va être envoyé dans l'espace et jusqu'au moment où il va s'en séparer, et c'est à partir de là qu'on va devoir donc le contrôler depuis le sol, indépendamment du lanceur. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'appareil est détaché du lanceur, il va soit se situer sur son orbite finale, soit sur une orbite de transfert, où à partir de là, il faudra le contrôler pour le faire atteindre son orbite finale. Donc, Donc ça, c'est la salle de contrôle du centre spatial allemand. Et donc ça ressemble à une salle de contrôle comme vous pourriez l'imaginer. Donc il y a beaucoup d'écrans. Chacun a à peu près 4 écrans. Il y a des grands écrans pour montrer un tour d'horizon de tout ce qui va se passer. Et il y a des petits panneaux jaunes. Donc ça indique les positions des différents ingénieurs et opérateurs. À l'arrière du centre, il y a le directeur de vol. Donc c'est la personne qui est responsable des opérations. c'est lui qui va distribuer les rôles, qui va indiquer ce qui est nécessaire de faire. Donc une fois que le vaisseau est séparé du lanceur, c'est donc ce centre qui va prendre le contrôle de l'appareil. La première chose qu'il doit faire, c'est localiser très précisément où il se situe et dans quel état il se situe, et dans quel état est l'appareil pour Voilà, donc maintenant on va parler un peu de dynamique des orbites. Donc pourquoi est-ce que le satellite ne retombe pas? Si vous regardez la Station spatiale internationale, donc à l'altitude où elle est, la force gravitationnelle, c'est à peu près 98% de la force gravitationnelle au sol. Donc on a besoin de vitesse horizontale de façon à ne pas tomber sur Terre. Donc il faut à peu près 7,9 km par seconde pour ne pas tomber sur Terre à l'altitude de la station spatiale. Donc si vous êtes plus haut, il n'y a pas besoin d'avoir autant de vitesse. Donc il faut aller très vite. Ensuite, il faut connaître à quelle distance on va être. Donc ça, c'est la Terre. Et donc l'image va être à peu près à l'échelle. Une des places possibles pour l'orbite, c'est une orbite basse. Donc c'est la région en dessous de 2000 km à peu près. Mais 2000, c'est déjà relativement haut. Donc souvent, c'est plus de l'ordre de 5, 6, 700 km. Donc là, c'est surtout des expériences scientifiques, des observations terrestres. Donc il y a beaucoup de satellites scientifiques qui veulent prendre des photos de la Terre sur différentes longueurs d'onde. Et c'est là qu'on fait de la reconnaissance. Ensuite, il y a les orbites moyennes. Donc le cercle là, il est à 20 000 km. Donc ça, c'est surtout pour la navigation. Pensez au GPS ou Galileo, l'européen. Et ensuite, il y a l'orbite géostationnaire qui est très commune. Donc ça, c'est une altitude de 35 786 km et qui est choisie telle que le temps qu'il faut pour faire le tour de la Terre soit exactement 24 heures. Donc ça a l'avantage que le mouvement du satellite est synchronisé avec la rotation de la Terre. Donc ça veut dire que le satellite est toujours au-dessus du même point sur Terre. C'est très important pour les satellites télé. Imaginez s'il fallait bouger votre antenne télé à chaque fois quand le satellite bouge. Donc là, vous avez juste besoin de le faire une fois et ensuite ça reste pareil. Donc c'est aussi un endroit utile pour les communications, vu que c'est pratique d'avoir un point fixe pour envoyer ou recevoir des données.
Ok, donc comment est-ce qu'on réussit à se placer dans cette orbite? Donc on commence par une orbite de transfert qui a une très haute excentricité. Donc ça c'est le cercle rouge. Donc vous voyez que d'un côté l'altitude est très basse et de l'autre côté l'orbite rouge de transfert touche l'orbite géostationnaire. Donc le système qui s'occupe de toutes ces manœuvres de vol doivent d'un côté déterminer l'orbite où se trouve le satellite, par exemple par GPS ou par radar. Donc on va parler tout à l'heure, dans quelques instants. Donc une fois que l'orbite est déterminée, il faut aussi pouvoir déterminer comment il va... Oui, il va falloir prévoir la position et ensuite calculer les manœuvres qu'il va falloir faire pour atteindre la trajectoire qu'on vise. Donc ça, c'est aussi fait avec les dynamiques de vol. Et ensuite, il faut qu'on puisse communiquer avec le satellite, donc il faut qu'on soit en mesure de le voir. Et donc, les dynamiques de vol peuvent nous donner les moments et les directions dans lesquelles il faut regarder pour voir le satellite. Donc c'est très numérique. C'est des mathématiques assez hardcore. Et donc vous voudrez probablement utiliser des outils qui sont bien testés pour faire ce genre de choses. Et un des langages les plus utilisés pour ça, c'est Fortran. Donc c'est une domaine où les librairies Fortran, qui sont maintenant déjà un peu asées, sont toujours très utilisées parce que c'est ce qu'on peut faire le mieux. Donc de retour à notre salle de contrôle. Donc le satellite peut être à une certaine position et donc maintenant il faut établir une connexion avec le satellite. Donc pour ça, il faut une station au sol. Donc l'image que vous voyez, c'est la station au sol de Weilheim. Donc ça, c'est en Bavière. Et c'est la principale station qu'on utilise ici, nous. Et donc, elle sait où attendre le satellite, donc au moment où il va passer au-dessus de notre horizon. Et donc ce premier contact est appelé la première acquisition. Donc c'est un moment crucial. Donc une fois qu'on a établi la connexion, on essaie de faire plusieurs choses. Donc d'un côté c'est le downlink, ça veut dire qu'on envoie les données de télémétrie qui transmettent l'état du satellite, qu'il marche encore bien. Et puis aussi, plus tard, ça sera la payload, donc les données scientifiques pour lesquelles le satellite a été construit. Ensuite, la partie uplink, donc c'est la partie commande. Donc d'un côté, c'est les commandes de changement de vol et d'un autre côté, les updates de logiciels. Et la troisième tâche est pour le ranging, donc ça veut dire on envoie des données au satellite qui les renvoie. Et puis, en mesurant le temps de retour entre les données qui sont envoyées et les données reçues par le satellite, ça a permis
ça permet de calculer la distance de la station de sol au satellite. Donc, passons à nouveau à la partie sol. Donc voilà une station sol au pôle Nord. Et puis un satellite qui n'est pas dessiné à l'échelle, mais qui se trouve à 600 km du sol. Et les 600 km, eux, sont dessinés à l'échelle. Donc, c'est clair que le rayon de communication est limité, qui est montré ici par le cercle rouge. Et donc le moment où on peut communiquer avec le satellite est assez limité et représenté par l'arc de cercle rouge. Ici, pour 600 km d'altitude, on a à peu près 90 minutes, une période de 90 minutes. Et donc, on voit chaque station à terre voit le satellite pendant à peu près 10 minutes. Donc ça veut dire qu'on voit le satellite à peu près toutes les 90 minutes pour 10 minutes. Et c'est là qu'on doit faire toutes les transmissions de données, donc dans les deux sens. Et malheureusement, c'est un peu plus compliqué parce que la Terre tourne. Et donc cette carte montre la trajectoire du satellite projetée sur le sol. Et donc le problème, c'est qu'après 90 minutes, le satellite revient à sa position d'origine, mais entre-temps, la Terre a tourné. Donc 90 minutes divisé par 24 heures. Et donc c'est pourquoi les trajectoires au sol ne se rejoignent pas, mais vous avez ces espèces de rayures. Donc au-dessus de l'Europe, vous voyez WHM. Donc ça, c'est la station de Weilheim. Et ça portait avec l'espèce de cercle. Et en général, il y a deux points de contact par rotation du satellite. Et donc, on voit que le troisième passage va être déjà en dehors de notre cercle de communication. Donc ça, cette image montre la même chose, mais vue d'au-dessus. Donc toutes les distorsions que vous aviez vues avant, c'était simplement la projection de la carte. Donc si on le fait sur un cercle, on voit que les trajectoires sont effectivement des cercles. Et donc l'autre, c'est ce que vous voyez d'habitude, parce qu'on a l'habitude de projeter les cartes du monde. Donc maintenant qu'on a trouvé notre satellite, il faut communiquer avec. Du coup, il faut qu'on détermine avec quelle fréquence on va utiliser pour lui parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'atmosphère, il y a entre autres de la vapeur d'eau qui absorbe une grande partie des ondes. Et donc, on peut voir ici donc, un graphe qui indique l'atténuation des fréquences en fonction causées par les différents composants de l'atmosphère. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est que plus les fréquences sont élevées, plus ce sera absorbé par l'atmosphère. Ce qui va impliquer qu'on va devoir travailler à des fréquences beaucoup plus basses, qui impliquera beaucoup plus faible, une quantité de données transmises dans un intervalle de temps beaucoup plus court, beaucoup plus faible. Du coup, ce qui se passe, c'est que donc, les communications satellites, au lieu de se faire dans au lieu de se faire à des très hautes fréquences, vont se faire d'assez basses fréquences, comme par exemple l'UHF qui est utilisé par les radios amateurs, donc à 430 MHz. Et donc ça, c'est utilisé pour des petits satellites tels que les CubeSat, des choses potentiellement presque plus amateurs. Ensuite, il y a la L-band, donc à 1 ou 2 GHz, qui va être utilisée pour des choses comme la navigation, les communications, donc pour le GPS, etc. Et en fait, plus on va...
Donc ensuite, on a la bande S qui sert à faire la télémétrie et les ordres. La bande qui nous intéresse, la bande X, entre 8 et 12 GHz, qui sert à la charge utile et les missions en espace lointain. Ensuite, vous avez la Q-band qui sert pour la télé et la K-band qui a des grands débits de données, mais ça commence à être difficile parce qu'il faut des antennes directionnelles qui sont pas triviales. Et donc, si vous choisissez une de ces fréquences et vous voulez parler au satellite, il faut choisir une modulation de fréquence et établir un protocole de communication. Donc, je ne vais pas en parler ici, mais il y a pas mal de standards pour l'espace. Donc, qui permettent de s'assurer que le signal que vous envoyez, que vous recevez, a effectivement fait le trajet et a été reçu de l'autre côté. Donc maintenant, on peut enfin parler au satellite. On a acquis un signal, on a déterminé tous les paramètres pour lui parler. On retourne à dans notre salle de contrôle. Donc là, tout le monde est content. On a réussi la première acquisition. Tout le monde a applaudi. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Mais il y a quand même encore quelques petites choses à faire, et c'est là où le vrai gros travail commence. Donc tout d'abord, il y a quelques tâches qui vont prendre entre quelques jours voire plusieurs semaines, qui vont être donc de mettre le satellite dans un état dans lequel il sera capable d'accomplir sa mission, donc déployer les panneaux solaires pour qu'il puisse recharger ses batteries et avoir l'énergie pour fonctionner, déployer les antennes. Alors ce qui va se passer, c'est qu'en fait les satellites auront différents types d'antennes et potentiellement plusieurs antennes de types différents sur le même satellite pour les différentes fréquences qui vont être utilisées. Ensuite de ça, il y aura donc toutes les réalisations des manœuvres de transfert s'il n'a pas été livré sur son orbite final par le lanceur. Et après ça, il faudra commencer à allumer petit à petit tous les différents appareils qui vont se situer sur le satellite pour qu'il accomplisse sa mission. Par exemple, il y a donc pour déterminer l'orientation du satellite, on peut utiliser une technique qui va consister à prendre des photos de l'espace autour de lui, le comparer à des images qui se situent dans des bases de données connues, et grâce à la position des étoiles et aux étoiles qu'on va voir sur ces photos, on va permettre d'avoir une idée relativement précise de l'orientation du satellite dans l'espace. Et ensuite, pour l'orienter dans la direction qu'on veut, donc par exemple pour que les antennes pointent sur les points qu'on souhaite pour communiquer, on va utiliser des gyroscopes qui sont donc on va utiliser des roues qui tournent très très rapidement et qu'on va ensuite arrêter d'un seul coup pour donner une impulsion pour permettre au satellite de tourner. Donc parfois ça se passe pas comme on prévoit. Donc par exemple le TV-Sat 1 qui est un satellite allemand de 1987. Donc tout s'est bien passé comme on a décrit. On a eu la première acquisition, on a eu les données du satellite. Mais en fait, la grille de panneaux solaires avait été seulement partiellement déployée. Donc c'est un problème qu'on a dû détecter et résoudre. Donc la première chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas forcément faire confiance à toutes les données que vous recevez. Donc il faut déjà utiliser d'autres sources. Par exemple, pour un panneau solaire, vous pouvez mesurer combien est-ce que vous avez de puissance électrique. Et donc ça permet de nous dire qu'il n'y a pas assez de puissance qui vient des panneaux solaires. Ensuite, une fois que vous avez mesuré ça, vous pouvez envoyer la commande manuelle de déploiement. Donc on essaye, ça n'a pas marché. Donc on envoie une commande manuellement pour voir si ça marche cette fois-ci. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc les panneaux solaires semblaient toujours non déployés. Donc là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire.
Donc là, à ce moment-là, on va potentiellement consulter le fabricant du satellite. Les gens qui ont conçu le satellite, en tout cas de leurs représentants, se situent aussi parfois dans la salle. Et ils se situent dans la salle et ils sont capables de lancer de conseiller différents tests à lancer pour vérifier euh, pour vérifier exactement ce qui ne fonctionne pas. Donc par exemple, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de changer l'orientation petit à petit du satellite par rapport à l'angle auquel arrivent les rayons solaires. Et grâce à ça et en mesurant le voltage qui sort des panneaux solaires durant cette manœuvre de rotation, ça permet de déterminer assez précisément l'angle auquel les panneaux solaires, le peu qui se sont déployés, à quel angle ils sont déployés et à quel point le satellite pourra bénéficier d'assez d'énergie. Euh, Donc après, on peut essayer de voir si, si les liens qui maintenaient les panneaux solaires repliés pendant le trajet sont encore là alors qu'ils auraient dû être enlevés. Et donc on va essayer d'orienter le satellite de façon à ce que ces pièces de maintien fassent une ombre sur le panneau solaire. Donc ça va diminuer d'une toute petite fraction la puissance que vous recevez. Et donc malheureusement ça c'était pas très bien mesurable, donc on savait pas trop. Mais par contre ça a quand même permis de diagnostiquer que c'était effectivement ça le problème. Donc maintenant qu'on a repéré le problème, il faut essayer de le corriger. Donc là, c'est à ce moment-là où il faut être créatif et commencer à essayer de trouver des solutions un peu innovantes pour s'en sortir. Donc la première chose qu'on peut tester, par exemple, c'est de faire tourner très très rapidement le satellite pour générer une force centrifuge très élevée pour potentiellement l'utiliser pour desserrer les, les appareils qui retiennent les panneaux solaires fermés. Après, on peut aussi essayer d'utiliser de réaliser des petites accélérations à des fréquences qui vont rentrer en résonance avec pareil, ces objets qui maintiennent les panneaux solaires pour tenter toujours de les faire bouger et peut-être de faciliter leur détachement. On peut aussi essayer de chauffer ou de refroidir les panneaux et les objets qui les maintiennent pour encore toujours le même objet, l'objectif les détacher. Et on peut aussi essayer de déployer les antennes de façon un peu inhabituelle pour potentiellement rentrer, pousser les panneaux solaires et tenter aussi de les débloquer. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas réussi à aucune de ces solutions n'a fonctionné. Et en plus de ça, l'antenne du coup ne pouvait pas se déployer parce que elle était bloquée par les panneaux solaires qui étaient toujours repliés. Et, mais pourtant, donc ça c'est qu'un exemple et il y a plein de situations dans lesquelles on a des problèmes et grâce à des solutions imaginatives comme ça, on peut réussir à s'en sortir. Donc ensuite, si tout s'est bien passé, on peut commencer à tester le satellite. Et donc ça prend souvent plus de temps que la première période d'installation. Ça peut prendre plusieurs mois en fonction de la mission. Et donc ça, c'est quand vous commencez à allumer la charge utile et vous vérifiez que tout fonctionne bien comme il faut. Donc dans l'image que vous voyez là, donc vous voyez un satellite de communication géostationnaire. Donc sa charge utile, ce sont des antennes en particulier. Et donc vous pourriez vérifier que les antennes fonctionnent bien après le lancement. Donc pendant le lancement, il y a plein de secousses, c'est assez intense, donc il faut s'assurer que tout fonctionne bien une fois que tout est installé.
Donc ce que vous pourriez vouloir faire, c'est pointer vos antennes vers la station à terre. Vous mesurez la puissance que vous recevez, puis vous le tournez un petit peu et vous réessayez. Donc ça va vous permettre de mesurer, enfin de trouver votre orientation et donc vous pourrez déterminer si l'antenne fonctionne bien comme il faut. Vous pouvez aussi vérifier que les composants redondants du satellite fonctionnent bien. Par exemple, si vous avez une mission d'opération de la Terre, donc vous avez besoin de savoir vers où vous regardez, donc vous avez besoin de GPS ou autre chose. Et donc si ça marche pas, vous avez un gros problème parce que vous savez pas où est votre satellite. Donc vous savez pas de quoi vous prenez des photos. D'habitude, il y a pas mal de redondance sur les satellites. Et donc il y a 2 transmetteurs GPS, récepteurs GPS. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et donc dans cette phase, on va tester qu'il fonctionne bien. Donc, assumant que tout marche bien, puis que le satellite est maintenant dans la phase de routine. Donc, la phase routine est bien la phase principale du satellite. Donc, c'est là que toutes les images scientifiques ou la raison d'être du satellite sera effectuée. Et cette image est en fait une image de Tandem X, qui est une formation de 2 satellites qui volent très proches l'un de l'autre et qui prennent des images en 3 dimensions de la Terre, très précises. Pendant la phase routine, un scientifique va commander une certaine partie d'image de l'agence spatiale. Et puis, donc, le satellite prend les photos. Donc ça, cette image, c'est une mission jointe américaine et allemande. Donc l'idée, c'est d'avoir deux satellites qui mesurent la distance entre eux pour mesurer les variations du champ gravitationnel de la Terre. Donc l'année dernière, il y avait un talk probablement dans cette salle-là à propos de ça. Donc c'est le moment aussi où on fait nos expériences scientifiques. On continue à vérifier que notre satellite fonctionne correctement. Donc on va aussi s'occuper de traiter les problèmes s'il y en a. On espère qu'il n'y en a pas à ce moment-là. Et on va s'adapter aux nouvelles contraintes de la mission. Par exemple, on pourrait imaginer d'autres expériences sur un satellite qui est déjà en vol. Et donc, il faudrait envoyer des nouvelles commandes au satellite, donc des mises à jour. Et il faut aussi pouvoir réagir à l'âge du satellite. Donc, par exemple, une batterie qui commence à perdre en capacité. Donc, les batteries s'usent avec le temps, leur capacité diminue. S'il y a moins de puissance, vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez faire moins de prises de données et vous avez besoin de vérifier ça, de surveiller ça et d'agir en conséquence. Donc comment est-ce que ça marche? Donc ça fait partie du sous-système de télémétrie et de données. Donc l'idée c'est que le satellite mesure un certain nombre de propriétés qui décrivent l'état du satellite en fonction du temps. Donc par exemple ici on voit la température de certaines parties du satellite en fonction du temps. Mais n'oubliez pas qu'on a pas ça en live. On a ça seulement quand on les récupère, donc quand on est dans la bonne fenêtre de vol, et donc on n'a qu'une partie des données à la fois. Donc ça c'est la télémétrie, ça montre l'état du satellite, et il peut y avoir de l'ordre de 20 000 paramètres. Donc ça c'est possible. Si vous mesurez quelque chose toutes les secondes et vous le faites
pour plusieurs années, vous avez une quantité assez conséquente de données. Donc, il faut faire pas mal d'analyse de données derrière avec de la détection d'erreurs, des prédictions pour essayer de trouver les erreurs dans ces données. Et donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est enregistrer tout ça dans une base de données offline, parce qu'il y aura d'autres systèmes qui auront potentiellement besoin de ces données après coup. Donc ici, c'est un exemple de télémétrie. Ça, c'est un logiciel que nous, on utilise, qui s'appelle Geckos. Et vous pouvez voir ici un certain nombre de paquets de télémétrie. Donc, par exemple, des confirmations que des vérifications ont été correctes, que le ping a été reçu et la commande a été exécutée. Il y a des timestamps. Donc ça, c'est les choses les plus basiques qu'on peut voir ici. Et une fois que vous connaissez l'état de votre satellite, ben, vous avez envie de le commander. Donc ça, c'est fait par les télécommandes. Donc sur l'image ici, vous pouvez voir quelques commandes qui ont été exécutées et d'autres qui sont toujours en attente. Donc par exemple, sur la partie du haut, vous voyez quelques pings sans réponse, mais le dernier a été reçu. Et l'opérateur peut, par exemple, envoyer quelques commandes sur la pile de commandes manuelles et ensuite il pourra les envoyer assez rapidement. Donc il faut faire attention parce que ces commandes sont souvent spécifiques au satellite parce que les opérations possibles dépendent du satellite et les fabricants vont choisir les opérations qui correspondent à ce que peut faire le satellite. Souvent, on veut pas faire des opérations très très fines, mais on va faire des tâches assez complètes qu'on va appeler des procédures d'opération en vol. Et donc, ce sont des tâches qui sont mises ensemble. Donc l'idée, c'est d'accomplir une certaine tâche plutôt que de juste faire une petite opération. Donc, on voit pas le satellite tout le temps. Ça veut dire qu'on peut pas le commander tout le temps. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut envoyer des commandes et leur associer un temps d'exécution. Donc ces commandes vont pouvoir être exécutées à un autre moment quand on verra pas le satellite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les commandes time tagged, donc marquées en temps, TTC en abrégé. Donc ici, par exemple, c'est un exemple de commande pour une manœuvre. Donc à T0, on veut exécuter une certaine manœuvre. Donc par exemple, allumer les propulseurs. Donc le temps et la durée de cette propulsion a été calculée par le département de dynamique de vol. Mais d'abord, il faut vérifier qu'on est dans un état cohérent. Ensuite, on peut avoir besoin de préchauffer les propulseurs. Ensuite, 11 minutes avant l'heure de lancement, il va falloir ajouter des opérations de télémétrie, donc les allumer. Par exemple, on peut comparer ça à vous allumer le mode de debug pour savoir où vous en êtes. Ensuite, étant donné que la propulsion risque de faire secouer le satellite, vous allez probablement vouloir désactiver certaines alarmes parce que vous attendez à ce qu'elles soient déclenchées. Et en fait, c'est attendu dans ce cas-là. Ensuite, vous atteignez le temps où les propulseurs s'allument. Donc normalement, il s'éteint au bout d'un certain temps qui a été envoyé. Mais au cas où ça n'a pas été exécuté, on rajoute quand même une commande pour s'en assurer. Et ensuite, on finit la procédure où on retourne à un état où on peut faire les opérations de routine. Donc ça, c'est une séquence de commandes qui sont envoyées au satellite et ensuite exécutées dès qu'on est prêt à le faire. Ok, d'accord. Donc,
une autre chose que je veux vous expliquer, c'est le mode de fonctionnement automatique contre le mode de fonctionnement manuel. Et donc, assumons qu'un scientifique veut prendre des photos d'une certaine région, il doit demander d'abord si c'est en effet possible pour le satellite de le faire. Ensuite, ça va être passé au département de dynamique de vol pour voir la trajectoire au moment venu. Et puis, ça va être passé à la partie opération pour préparer les commandes. Mais comme on ne peut pas tout automatiser, il y a aussi une certaine partie qui est effectuée en mode manuel. Donc, le département de planification de mission va être en charge de harmoniser toutes les activités du satellite pour qu'il n'y ait pas de conflit. Donc, par exemple, entre la manipulation et puis la prise d'image. Donc, la planification de mission va créer une ligne de temps qu'on peut par exemple voir ici. On voit donc ce système est un Pinta qui montre le temps sur l'axe X, l'axe horizontal. Et donc les parties noires sur l'axe X en haut montrent les parties éclipses, donc où il n'y a pas de soleil. Donc par exemple ici, on voit que une partie de la tâche qui est en rose va se trouver pendant une phase éclipse, mais cette tâche ne peut pas être effectuée dans une phase éclipse, donc il faut résoudre ce conflit. Et puis aussi, il faut retransmettre les données vers la station au sol. Donc, il faut prévoir les moments où le satellite est vu par la station au sol et peut effectivement transmettre les données vers le sol. Donc, maintenant, nous avons fait toutes les expériences scientifiques d'une manière semi-automatique et nous avons pris un grand nombre de données. Et la fin de la mission dépend entre autres du but de la mission, de l'orbite du satellite. Par exemple, si le satellite est à une altitude de 400 km, il va tomber par lui-même sur quelques années, alors que s'il se trouve à 600 km, il va rester en orbite beaucoup plus longtemps. Donc, aussi, le fuel et les batteries limitent la durée de vie du satellite. Donc, pour un satellite géostationnaire, ça pourrait être 15 années. Pour un satellite en orbite basse, c'est beaucoup plus court. Donc pour un satellite en orbite basse, vous pouvez attendre quelques années. Souvent, vous pouvez essayer d'étendre ça en faisant attention à votre usage des ressources. Donc
vous pouvez aussi, pendant les opérations, garder un peu de fuel de côté pour à la fin de la mission l'envoyer dans une orbite plus basse où le satellite va pouvoir descendre dans l'atmosphère et être désintégré. Donc ça, c'est des phases qui sont maintenant obligatoires. Donc il faut pouvoir se débarrasser du satellite au plus tard 25 ans après la fin de mission du satellite. Mais souvent, il y a plus assez de carburant pour rompre l'orbite des satellites géostationnaires. Donc ce qu'on peut faire, c'est au contraire l'envoyer vers une orbite plus haute, qui est appelée un peu l'orbite cimetière, où on peut ne plus s'en préoccuper et qui est réservée aux débris. Donc une fois que la mission est terminée, donc ça a duré quelques années, en espérant que tout a bien fonctionné, que tout le monde est content et qu'on a produit plein de données. Et donc c'est là que je vais pouvoir finir ma présentation. Je vous remercie et je vous souhaite de profiter du reste du congrès. Thank you. There's about 10 to 15 minutes left for Q&A. Donc maintenant, on passe aux questions. Vous allez au micro, vous levez la main et vous avez alors l'opportunité de répondre à une question. Donc je rappelle que la phase de Q&A, c'est pour les questions, pas pour les remarques et tout ça. Donc première question Internet. Donc sur IRC et Twitter. Est-ce qu'on a une question d'Internet ? You need to use the microphone. Get the microphone. I will give the question first to this microphone over here. Oh. Okay. Would it be feasible to put... Est-ce que ça serait faisable de mettre 4 satellites, par exemple, en orbite géostationnaire en tant que relais, de manière à avoir un uplink tout le temps, et pourquoi c'est pas fait? Donc c'est faisable et c'est fait, en fait. Par exemple, la Station spatiale internationale fait souvent sa communication via ces relais. Donc des relais en orbite géostationnaire qui ont été envoyés par la NASA. Mais il y a aussi des alternatives européennes qui peuvent être utilisées pour ça. Mais souvent, c'est une question de coût. Donc si vous utilisez les communications de quelqu'un d'autre, bah, il faut payer pour ça. Et donc souvent, on essaye de trouver un compromis qui permet de minimiser les coûts et minimiser les besoins de communication externe. Okay, next question goes to microphone number 2. Donc encore une question d'Internet qui s'intéresse à la sécurité au niveau des protocoles dans la transmission des données. Donc ce n'est pas le domaine d'expertise, donc il ne peut pas donner trop de réponses. Mais on essaye quand même pour la partie télécommande d'assurer de la sécurité. En revanche, la partie télémétrie est souvent moins protégée. Donc, par exemple, les satellites météo ne sont pas du tout protégés du tout. Donc, tout le monde peut les recevoir et les interpréter. Donc, prochaine question, micro numéro 1. Donc à un certain point de notre présentation, vous avez montré un exemple d'un satellite géostationnaire qui ne s'est pas déployé correctement et qui ne fonctionnait pas. Et donc, qui décide que ça ne marche pas et qu'on abandonne le projet et peut-être qu'on en commence un autre? Donc, qui a cette décision? Est-ce que
est-ce qu'ils l'ont laissé en situation maintenant, vu que ça fait pas mal d'années? Donc une question, c'est qui prend la décision et est-ce qu'ils le laissent là-bas? Donc la prise de décision est assez complexe. Donc j'ai jamais fait partie de ces opérations, donc je peux pas trop en parler, mais en principe c'est seulement le directeur de vol qui prend cette décision. Donc c'est lui qui est en charge de coordonner, mais ensuite vous avez aussi le chef de projet qui s'occupe de la partie scientifique. Et ensuite vous avez d'autres responsables d'organisation, et donc ils s'organisent d'une certaine façon et c'est souvent pas trivial. Et concernant la question, l'autre question, donc ils pouvaient toujours contrôler le satellite dans ce cas précis, et donc ils auraient pu abaisser l'orbite et faire descendre dans une orbite plus basse où il pourrait se désintégrer. Ils auraient pu aussi le remettre en service à un temps ultérieur, mais maintenant je pense qu'il a fini par entrer dans l'atmosphère et être désintégré. Donc au pire, le satellite va baisser en orbite jusqu'à entrer dans l'atmosphère et être désintégré. Donc ça, c'est pas trop un problème. Ok, la prochaine question. Donc, il y avait une image de série dans le temps de température, et la question était comment est-ce qu'on peut retrouver des anomalies dans ces mesures. Donc, il y a différentes propriétés de satellites qui détériorent dans le temps. Et donc, on regarde très précisément les mesures de télémétrie pour voir si quelques paramètres changent par rapport au fonctionnement nominal. Donc, c'est seulement des petits changements, mais donc c'est ce qu'on analyse. Donc, est-ce que c'est des mesures de moyennement dans le temps ou... Donc, ce n'est pas très clair quelles sont précisément dans ce cas-là les mesures qu'on va prendre. Ok, la prochaine question de microphone numéro 1. Donc, vous avez parlé de commandes et envoyer des commandes. Donc, est-ce que c'est des commandes en binaire qui sont exécutées comme ça, ou est-ce que c'est compilé? Donc, est-ce que c'est un logiciel compilé? Non, en fait, c'est plus comme une API, donc une interface de programmation. Donc c'est des protocoles très effectifs qui vérifient que la commande est bien reçue. Et puis, par exemple, ça peut être une commande qui va simplement changer l'état d'un 0 à 1 ou un compteur qui va être incrémenté. Mais parfois, il faut aussi envoyer des commandes des données binaires. Donc, par exemple, si l'orientation du satellite change un peu, il faut réajuster la calibration du satellite, donc une matrice de rotation qui va être mise à la bonne place pour bien calculer l'orientation du satellite. Donc, microphone numéro 4 maintenant. Donc,
à propos de l'orbite cimetière. Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets là-bas? Est-ce que c'est un problème? Is there much garbage, so old satellites or parts that get in those? So you're talking about space debris, so stuff that's flying around. Donc vous parlez des débris qui traînent et qui risquent de rentrer en collision avec notre satellite. Donc il peut y avoir des manœuvres qui peuvent être entreprises pour ne pas rentrer en collision avec ces débris. Donc ça arrive de plus en plus. Par exemple, il y a une destruction d'un satellite par des Chinois qui ont essayé de détruire le satellite et ça a créé beaucoup de débris. Et le problème, c'est que les débris restent à l'endroit où le satellite était à la base. Donc ça veut dire qu'au lieu d'un gros débris, vous en avez maintenant plein de petits. Donc maintenant, tout ça, c'est surveillé et donc le service va vous contacter si vous avez des débris qui restent. Et donc, deuxième question, est-ce qu'il y a des idées comment enlever tout ça? Donc, je sais pas trop à propos de ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui travaillent par rapport à ça. Et l'ESO a eu un certain nombre de conférences où ils se sont posés ces questions-là. Comment est-ce qu'on s'occupe des débris? Mais je suis pas sûr qu'il y ait de solutions faisables pour l'instant. Mais peut-être dans quelques années, on espère. Okay, next question is from microphone number 5. Une question suivante du microphone numéro 5. Donc, je voudrais continuer sur cette question. Donc, vous avez aussi parlé de l'orbite cimetière. Est-ce qu'il y aura besoin de... est-ce qu'on risque de créer un autre problème avec cette orbite-là? Donc les orbites cimetières sont surtout pour les satellites géostationnaires parce qu'on ne peut plus les sortir de leur orbite. Mais on peut l'éloigner de la Terre pour l'éloigner de la zone. Donc la question c'est est-ce que ça va faire le même problème sur le disque géostationnaire? Donc il y a probablement aussi des débris là-bas. Mais si vous fixez l'orbite, en fait, si vous diminuez la taille de l'orbite, si vous augmentez la taille de l'orbite, donc il y a plus d'espace disponible, donc votre densité de débris en fait va diminuer avec l'altitude. Et donc vous avez moins de problèmes qu'avec les orbites basses. To get to geotransfer orbits, but yeah, it's not such Donc en fait, en plus, les orbites basses sont les orbites par lesquelles il faut toujours passer pour arriver dans les orbites géostationnaires. Donc les orbites Léo, donc à altitude basse, posent beaucoup plus de problèmes par rapport aux débris que les orbites géostationnaires. Donc la prochaine question de l'Internet. Yes, hello. IRC would like to... Donc une question de IRC par rapport à donc comment SpaceX va communiquer avec les satellites s'ils veulent lancer des milliers de satellites à la même fois. Donc pour l'instant, il parle de à peu près 4000 satellites à altitude basse. Et puis, jusqu'à présent, on parle de communication par laser. Donc, il y aura des communications d'un satellite à l'autre et puis un réseau entre les satellites qui vont donc se passer les messages pour permettre la communication avec tout le réseau.
Donc, pour l'instant, la FCC a autorisé ces opérations, mais on ne sait pas encore trop. Une autre question du microphone 3 et peut-être la dernière question. Donc, par rapport à la redondance des antennes, est-ce que les satellites sont construits d'une manière que une antenne construite pour une fréquence peut remplacer une antenne pour une autre fréquence? Surtout s'il s'agit d'une antenne qui est censée recevoir des commandes. Donc au sol, les antennes sont souvent interchangeables. Donc sur une des images, il y avait une grande antenne qui sert à recevoir et envoyer plusieurs fréquences. Sur les satellites, je ne pense pas que c'est fait jusqu'à présent, mais on peut bien sûr transmettre les mêmes données par différentes antennes, mais ça dépend aussi du type de satellite. Donc, parfois, les transmissions de données dans le satellite sont séparées par une antenne, et dans ce cas-là, on ne peut pas forcément retransmettre les données par l'autre satellite. Donc, c'était la dernière question, et puis la fin de cette présentation.